Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour, ici Laurier Lacroix. Aujourd'hui à l'émission Notre Histoire en tête, j'accueille mon collègue Gilles Lapointe, professeur associé au département d'Histoire de l'art de l'UQAM, qui nous entretient du manifeste Refus global à l'occasion du 75e anniversaire de la publication de ce manifeste qui fut lancé le 9 août 1948. Gilles Lapointe a consacré une partie de sa carrière à l'étude des écrits de Paul-Émile Bordua, en participant à l'édition de la correspondance et des publications de l'artiste. Il a de plus préparé des études sur ces textes, dont son livre L'envol des signes, sur les correspondances de Bordua, ainsi que Le corps de la lettre. Je note que Gilles Lapointe s'est intéressé également au peintre Edmond Aline, dont il a publié la biographie. Ses travaux récents portent sur Régent Ducharme et il prépare une monographie sur le peintre plasticien Jean-Paul Gérôme. Bonjour Gilles Lapointe. Bonjour Laurier. J'aimerais d'entrée de jeu te poser une question, commençons par le début, sur le titre, Refus global. On sait que, on va en parler longuement, que le titre, que l'ouvrage, le manifeste de Bordua, est à deux volets. Un volet qui sera un nouveau programme pour la société, puis en même temps une critique de la société québécoise. Pourquoi avoir choisi, tu penses, de donner un titre un peu négatif à son manifeste plutôt que d'annoncer son projet d'amour, de liberté qu'il va célébrer par la suite? Oui, Refus global, c'est un coup de génie de Bordua, mais ça c'est pas arrivé en une seule fois. Commençons par le début, pour peut-être replacer le manifeste dans son histoire. À l'intérieur du groupe automatiste, c'est Fernand Leduc, le premier, qui, vers 1945-46, a l'idée d'un manifeste, mais pour toutes sortes de raisons, ça se fait pas. Et en 1947, Jean-Paul Riopel, qui est membre du groupe automatiste, signe un manifeste à Paris avec André Breton, c'est pas rien, qui s'intitule Rupture inaugurale. Et à son retour au Québec, donc Jean-Paul Riopel va rapporter ce manifeste et ça va donner éventuellement le goût aux automatistes de publier leur propre manifeste. Bordua va écrire un texte qui s'intitule La transformation continuelle. Il le présente au groupe et malgré tout son ascendant, ce texte-là est jugé insatisfaisant. Il est rejeté par le groupe. Pendant les vacances de 1947-1948, donc Bordua est à la maison et là, il écrit un nouveau texte. Et c'est le fameux Refus global que nous connaissons. Le titre, si on revient au titre, c'est Claude Gauvreau dans l'épopée automatiste vu par un cyclope qui dit « Un jour, Bordua nous est arrivé et il nous dit « J'ai trouvé un titre magnifique, Refus global » et Claude Gauvreau dit « Ce fut l'emballement général, tout le monde était extrêmement content et satisfait par ce titre. » Mais, comme tu l'as dit, ce titre-là, pour Bordua, il est un peu insatisfaisant, dans le sens où toutes les valeurs positives qu'annonce le manifeste, elles ne sont pas reflétées par ce titre. Et en 1952, lors d'un entretien avec un journaliste, Bordua va dire même ce titre Refus global n'est pas de moi. Évidemment, des membres du groupe comme Claude Gauvreau ont dit « Mais je ne comprends pas. On a toujours pensé que le titre était de Bordua. » Et bien sûr, les universitaires, les gens vont chercher « Mais d'où vient ce titre? » Moi-même, j'ai participé à cette enquête. J'avais intitulé mon article dans Vie des Arts « L'énigme du titre Refus global ». Pour finalement découvrir qu'on trouve une expression proche sous la plume d'André Breton qui est refus total. Mais ce n'est pas refus global. Et donc, moi, je pense que le titre est vraiment de Bordua. Et peut-être qu'il l'a désavoué en partie parce que, comme j'ai dit, il ne le satisfaisait pas complètement.
Mais donc, tu retiens l'idée il voulait qu'on souligne surtout sa critique de la société canadienne-française à l'époque, plutôt que que le titre annonce le projet de renouveau que le manifeste porte également. Donc, il a voulu souligner dans le titre la critique de la société, tu crois? Oui, Oui. et peut-être qu'on en parlera un peu plus tard parce que en 1958, on a interrogé 4 des automatistes au sujet du refus global. C'était l'anniversaire. Et on a posé la question à Bordua. On a dit, pourquoi est-ce que vous avez écrit refus global? Et à ce moment-là, Bordua a répondu, c'était dans le fond pour satisfaire ma conscience. Parce qu'il avait l'impression qu'il vivait dans une société où il y avait des forces oppressives qu'il n'avait jamais choisies. Et pour être en paix avec lui-même, dit-il, j'ai écrit refus global. Merci. Est-ce que le texte de la transformation continuelle est conservé? Oui, il est Oui? publié dans les écrits D'accord. de Bordua. D'accord. Donc, Oui. il est toujours accessible. Il y a une grande différence entre... Ah, une énorme différence parce que c'est une sorte de réflexion philosophique sur la vie. Il n'y a absolument pas la poésie, parce que le texte refus global, une des raisons peut-être de sa longévité aussi, c'est qu'il contient énormément de formules chocs, mais aussi des formules qui sont très poétiques, hein, place à l'amour, place à la magie, etc. Et chez Bordua, donc, il y a cette écriture qui est assez unique dans le texte Refus global, qu'on retrouve peut-être un petit peu lorsqu'il parle de Zias-le-Duc, parce que là aussi, hein, sa plume était fusive, si on peut dire. Mais de façon générale, l'écriture de Bordua ne va pas trop dans ces zones-là. Alors, voilà, il y a des qualités d'écriture évidentes pour moi dans Refus global. 1948, on sent qu'après la guerre, donc le retour de Pellin un peu plus tôt, puis ça bouillonne à l'École des Beaux-Arts, il y a une période d'effervescence dans l'art à Montréal. Quelques mois plus tôt, on vient de publier Prisme Dieu, le groupe autour de Pellin, avec un texte de Detonancourt, je pense. Oui. Est-ce que il y avait quelque chose justement dans un contexte autre que cette influence surréaliste française, d'autres éléments dans le milieu qui auraient pu susciter ou inciter le groupe à faire son propre manifeste? Est-ce qu'il réagissait à d'autres éléments? Oui, il y a effectivement... D'abord, il y a des tensions au sein du groupe. Claude Gauvreau, Pierre Gauvreau, pour ne pas les nommer, ils sont extrêmement curieux de tout ce qui touche la pensée marxiste, le communisme, le trotskisme. Et Bordua l'écrit très bien, il dit il y a des tensions au sein du groupe et il faut refaire l'unité. Et donc, le manifeste, parce que les jeunes réclament de la part de Bordua et du groupe un geste d'éclat. Et donc, Bordua va écrire en partie, donc, Refus global aussi, pour refaire l'unité au sein du groupe automatiste qui risque l'éclatement, parce que il faut savoir aussi que les communistes à Montréal, ils courtisent les automatistes, ils courtisent les anarchistes parce qu'ils sentent bien qu'ils sont quand même assez près. Ça, c'est un aspect. Il ne faut pas oublier aussi que Refus global est écrit quelques années à peine après Hiroshima et Nagasaki. Et les automatistes sont convaincus que avec cet événement catastrophique, on a assisté à la fin d'un monde et qu'un nouveau monde se prépare. La vie sur Terre ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il y a tout un projet, hein, il y a un projet de société qui se trouve en germe dans Refus global. Et pour moi, c'est une des raisons de sa longévité. Il y a aussi, et ça c'est assez intéressant, ça vient de Paul-Marie Lapointe. Il y a eu, à l'occasion du 50e anniversaire de Refus global, une série qui a été animée par Jean-Pierre Denis sur les ondes à Radio-Canada qui s'appelait « Du refus global au village global ». Et là-dedans, Paul-Marie Lapointe, lui, nous dit que en réalité, les automatistes aussi se sont servis des tracts, du type d'écriture fait par les résistants pendant la guerre. Il dit qu'il y a quelque chose de ça dans Refus global. Et j'ai trouvé que cette réflexion, qu'on entend assez rarement, je l'ai trouvée assez intéressante. Donc, plusieurs facteurs, finalement, qui auraient pu
participer à la genèse, enfin un contexte plus large tout à fait. de l'écriture. Tout à fait. Et bien sûr aussi, les automatistes veulent répliquer à Prisme Dieu, parce que ça a été lancé en février et le manifeste, comme tu l'as dit, il paraît le 9 août 1948. Et c'est aussitôt un moment d'éclat. Hein. Il faut savoir, dynamitage automatiste à la librairie Tranquille, bombe automatiste chez Tranquille. Dès le 9 août, dans les journaux, on trouve donc une presse qui est extrêmement énervée par l'apparition du manifeste. Moi, j'ai déjà lu, par exemple, des gens qui disaient « Ah, vous savez, quand Refus Global a paru, il n'y a eu aucun écho. » C'est faux. C'est complètement faux parce que notre regretté collègue François-Marc Gagnon a répertorié au moins 80 articles de journaux qui ont paru au moment du Refus Global, parce que, bien sûr, Bordua et les automatistes, ils ont voulu se défendre, et très vigoureusement. On reviendra longuement sur la réception critique de Refus Global. Quand on évoque le nom Refus Global, on pense au manifeste de Bordua, enfin un texte de Bordua co-signé par les automatistes. Mais sous la couverture Refus Global, il y a beaucoup de choses. C'est un texte, c'est un ouvrage collectif, composite. Oui. Et donc, dans l'esprit de Bordua, est-ce qu'il y avait cette idée justement de collaboration? Est-ce que c'est les automatistes qui ont poussé cette idée, nous aussi on veut y être, ou ça s'est conçu, le programme a été que chacun justement mette un peu son grain de sel et que ce soit un ouvrage collectif finalement, plutôt qu'un texte signé par une personne et co-signé par d'autres auteurs? On ne le sait pas exactement, mais on a quand même quelques informations. Par exemple, le texte de Françoise Sullivan, La danse et l'espoir, eh bien, ce texte-là, c'est Bordua qui l'a demandé. Elle a présenté chez les Gauvreau cette conférence et elle m'a dit, Bordua m'a demandé si j'accepterais de publier dans Refus Global. Donc, on voit que Bordua décide d'un certain nombre de choses, mais je ne suis pas certain que c'est lui qui décide de tout. Pourquoi? Parce qu'on a là-dedans 3 petites pièces de Claude Gauvreau, dont Bien-être, hein, qui avait été joué en 1947. On a un petit texte manifeste de Fernand Leduc, qui à ce moment-là est à Paris, qu'on le veuille ou non. On a aussi un texte sur l'art de Bruno Cormier. Et l'ouvrage est illustré de photographies de tableaux de Marcel Barbeau, de Marcel Ferrand, de Pierre Gauvreau. On a aussi des photos. Une photo de la performance de François Sullivan, Danse dans la neige. Donc, c'est un ensemble composite. Il y avait aussi à l'origine un texte qui s'intitule Indiscrétion et que Bordua a rédigé sur les hommes peintres. Mais là, c'est intéressant aussi parce que Bordua, on le sait, Bordua a 15 ans de plus que les jeunes, et c'est un homme de sa génération. Et à l'époque, au tout début, il ne voulait pas que les femmes signent le manifeste. Et on sait que, bien sûr, il y a presque autant de femmes que d'hommes qui ont signé Refus Global. Et ce sont les jeunes qui ont dit à Bordua, non, les femmes vont signer Refus Global, ce sont nos compagnes, ce sont des artistes accomplis. Et Bordua, donc, va finalement se ranger. Et le texte Indiscrétion qui existe et qui a été publié dans les écrits, il a été finalement retiré. D'accord. Donc, ça aurait été un ouvrage encore plus substantiel qu'il l'est. Et il est enrobé par cette jaquette qui reprend une aquarelle de Riopelle. Oui, c'est une lithographie de Riopelle. Donc, on sentait le besoin parce que Riopelle est à Paris à ce moment-là, je crois, quand le manifeste paraît. Ou il est à Montréal? Ça, je suis pas sûr où il se trouve, parce qu'on sait qu'il a été un peu à Otterburn Park avant. Où est-il au moment où ça se fait? De toute façon, c'est une lithographie qui a été imprimée. Il faut rappeler aussi qu'il y a un poème de Claude Gauvreau, un jeu de mots sur Refus Global qu'il décline sous forme de ré, fugue, lobe et al, parce qu'il associe à ces mots-là chacun des sens. Et les lettres elles-mêmes auraient été dessinées par Pierre Gauvreau.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le manifeste n'a pas été produit à Saint-Hilaire, hein, même si c'est bien indiqué que le copyright est de Saint-Hilaire. On pourra parler de l'éditeur un peu plus tard. Mais ce qu'on peut dire de ça, c'est que c'est fait chez les Gauvreau, sur Sherbrooke. Les automatistes se sont cotisés pour louer une Gestetner. Cette Gestetner, elle est installée chez les Gauvreau. Et le manifeste, il est fait main, hein. C'est une fabrication artisanale. Et donc, à tour de rôle, les automatistes vont passer chez les Gauvreau pour assembler les 400 exemplaires, parce que c'est un énorme travail quand même qui va être fait pendant plusieurs mois. Et le refus global, à l'origine, se vend $1. Les 300 des 400 exemplaires sont mis en consignation chez Henri Tranquille, mais il y en a aussi dans d'autres librairies à Montréal, dont la librairie Pony. Et bien sûr, chacun des signataires aussi avait ses propres exemplaires. Mais c'est intéressant de savoir que cet exemplaire qui se vend aujourd'hui pas loin de 10 000 $, à l'époque, on pouvait l'avoir sous le comptoir. Hein. Le frère Jérôme raconte que c'est comme ça, lui, qui s'est procuré son exemplaire du refus global. On se présentait à la caisse et le commis sortait un exemplaire de sous le comptoir et vous le remettait. Il y a aussi simplement ajouté pour ce qui est de la vente de refus global, c'est que Mousseau avait fait une vitrine chez Tranquille pour annoncer refus global. Malheureusement, à ma connaissance, il n'existe pas de photographie de cette vitrine. D'accord. Donc, il y a eu un phénomène de mise en vente. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les autres principaux collaborateurs par leur plume à refus global? Donc, Claude Gauvreau, ce sont surtout des textes poétiques, des textes théâtraux. Ce sont des pièces, ce qu'il appelle des objets dramatiques. C'est plutôt des pièces de théâtre, de courtes pièces de théâtre. Mais seulement, c'était la première fois que Claude Gauvreau publiait. Hein. C'était un événement pour lui. Et dans les pièces qui ont été jouées, la seule qui a été jouée, c'était Bien-être. D'ailleurs, une production qui a été montée en 1947 par les automatistes. Donc, François Sullivan, dont tu as évoqué, Fernand Leduc. Oui. Le texte de François Sullivan est reconnu comme le premier texte théorique sur la danse contemporaine au Canada. Alors, c'est quand même pas rien. C'est un autre fleuron à son chapeau. Fernand Leduc, donc, tu nous dis, c'est un texte plus théorique sur l'art aussi. Oui, c'est un texte... à ce moment-là, Fernand Leduc est à Paris. Et je suis certain que si Fernand avait pu mesurer de Paris l'importance qu'aurait refus global, il aurait probablement envoyé un texte plus long. Ce texte-là tient sur une seule page et il est à la toute fin du manifeste. Il s'intitule « Qu'on le veuille ou non ». Et il a vraiment un texte un peu dessiné, si on veut. Et maintenant, il y a un autre collaborateur qui s'appelle Bruno Cormier. Oui. L'œuvre picturale est une expérience. Oui, Bruno Cormier, qui est un psychanalyste, un ami d'enfance aussi de Pierre Gauvreau. C'est un texte théorique sur l'art non figuratif. Ça fait longtemps que je l'ai lu, il faudrait que je me le remette en mémoire, là, mais c'est un autre des textes importants de refus global. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait pu, comme ça, s'ajouter des textes à l'infini où la table des matières s'est établie à un moment donné, puis on s'est dit, là, ça va être ça qu'on publie. Comment? Parce qu'on a l'impression que chacun peut rajouter sur la pile un peu quelque chose, et puis, à un moment donné, ça apparaît, mais est-ce que... Non, c'est vrai. Moi, je pense... on sait que c'est Pierre Gauvreau qui a dactylographié tous les textes. Est-ce que c'est Pierre lui-même qui a pris la décision d'inclure tel ou tel texte? Parce qu'il ne faut pas oublier que Borduas habite à ce moment-là à Saint-Hilaire. Il n'est pas présent. Mais c'est certain qu'il a son mot à dire aussi. Mais malheureusement, j'en sais pas plus. Il y a 15 signataires, je pense, à refus global. 16 avec Borduas. Oui, 16 avec Borduas. Comment ça se passe, cette séance de signature? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Comment est-ce que les gens... donc, le texte va circuler parmi les membres du groupe. Comment est-ce qu'on décide si on signe ou qu'on ne signe pas et qui est invité à signer ou à ne pas signer? Dès le mois de février, on le sait parce qu'il y a de la correspondance qui a été conservée, dès le mois de février, et une des premières d'ailleurs à citer des extraits de refus global, c'est Marcel Ferron,
hein. Dans l'ouvrage Le droit d'être rebelle, on trouve tout à coup en février 48, donc bien avant la sortie officielle du manifeste, des phrases du texte de Bordua dans une de ses lettres. Et on sait aussi que, Bordua va faire circuler le manifeste. Et certains vont être choqués. Par exemple, quelqu'un comme John Lyman va refuser carrément de le signer. Plusieurs autres personnes aussi, soit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est dit dans le texte de Bordua, ou simplement parce qu'ils ont peur des conséquences qui pourraient en courir. Par exemple, Yves Lanier, son père fabrique une grande fabrique de cierges pour tout le Québec. Et donc, il s'est dit, moi, je ne peux pas signer ça parce que ça va nuire à l'entreprise familiale. Mais il y a d'autres aussi, des musiciens. Enfin, il y a une assez large consultation qui est faite et finalement, il y en a aussi, par exemple, qui voudraient signer, qui ne peuvent pas. C'est le cas de Jeanne Renaud parce qu'elle n'a pas 21 ans. Et Bordua exigeait que tous les signataires aient au moins 21 ans pour... Et Bordua aussi fait exprès pour que le manifeste paraisse pendant l'été. Autrement dit, pour qu'on distingue le manifeste de ses activités académiques, parce qu'il craint évidemment pour son poste. D'accord. Mais malheureusement, même si le manifeste paraît le 9 août, ça va pas le sauver. Absolument. Donc, le texte aurait circulé finalement assez largement. Oui. Et plusieurs personnes en auraient pris connaissance et auraient décidé, oui ou non, de signer. Oui. Puis finalement, on se replie sur la communauté des automatistes. Oui, on décide de ne pas prendre. Mais donc, est-ce qu'il y aurait d'autres membres de la Société d'art contemporain? Tu as évoqué le nom de Lyman. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres membres d'autres artistes non automatistes qui auraient pu lire le manuscrit à ce moment-là ou on ne sait pas? Hein? On ne le sait pas parce qu'ils ne s'en sont pas vantés par la suite. Oui, on peut imaginer. Peut-être un mot, parce que tu viens de l'évoquer, sur l'éditeur de ce manifeste. C'est Mitramit. Alors, Mitramit, c'est un beau nom de maison d'édition, mais est-ce qu'on publie autre chose? Qu'est-ce que c'est que Mitramit? D'abord, je pense que le nom a été trouvé par Claude Gauvreau. L'idée étant de revenir à une période qui précède le christianisme, hein, le Mitra. L'éditeur, c'est Maurice Perron. Maurice Perron va éditer 3 ouvrages qui sont tous des classiques de la littérature québécoise, donc sous l'étiquette Mitramit. En 48, évidemment, Refus global. L'année suivante, ça va être l'apologie que Bordua va écrire et qui s'intitule Projection libérante et qui ne connaîtra absolument aucun succès. Et finalement, le 3e ouvrage de Mitramit, c'est Le Vierge incendié de Paul-Marie Lapointe, qui a été fait, lui aussi, par à la main, de façon artisanale, par Pierre Gauvreau et Madeleine Arbour. On a des photos, d'ailleurs, de ça. D'accord. Donc, c'est lui l'éditeur, mais c'est pas lui l'imprimeur. Non. Donc, un ouvrage collectif. Donc, lui le met en marché, c'est lui qui paye le papier, l'encre. Oui, qui prend le risque aussi, mais il n'y a pas d'imprimeur, en fait, pour Refus global, puisque ça a été fait à la main avec la Gestetner. Pour Projection libérante, il y a un imprimeur, c'est imprimé clandestinement de nuit dans une imprimerie La Petite Patrie. Et le 3e, il n'y a pas d'imprimeur, puisque c'est fait main. Mm-hmm. Comme il est d'usage de faire une pause musicale à mi-temps de l'émission, je propose que nous écoutions les premières mesures, peut-être même l'œuvre au complet, de l'œuvre du compositeur montréalais François Morel, intitulée L'Étoile noire, tombeau de Bordua, en hommage au tableau éponyme de Bordua. Le tableau L'Étoile noire date de 1957. Il est exposé au Musée des Beaux-Arts de Montréal. L'œuvre de Morel, quant à elle, date de 1962, soit 2 ans après le décès de l'artiste. Elle est interprétée ici par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Zubin Mehta.
Nous venons d'entendre l'œuvre L'Étoile noire, tombeau de Bordua, composée en 1962 par François Morel et interprétée par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Zubin Mehta. Gilles Lapointe, donc on continue notre périple autour de l'œuvre de Bordua et des signataires de Refus Global. Vous venez de nous parler, d'évoquer donc les conditions de production, à la fois intellectuelles et physiques de ce texte. Est-ce que si on parlait des idées elles-mêmes qui sont défendues dans Refus Global, et donc tout à l'heure j'ai parlé de ce statut un peu duel de Refus Global, à la fois donc un commentaire sur la société, une société bloquée que vous avez évoqué, puis en même temps un programme pour un renouveau de cette société canadienne-française. Donc, pouvez-vous revenir un peu sur justement le contenu du texte principal, Refus Global? Oui. Il y a une belle formule de Fernand Leduc à ce sujet que je voudrais rappeler ici. Il a dit à un moment donné, il dit « La liberté que nous avons découverte en art, eh bien, nous avons voulu l'étendre à toute la vie. » Et ça, c'est très beau parce que ça nous parle de la transformation du monde par l'art. Hein? À travers la liberté, l'individu peut
se développer, peut devenir, dans le fond, un être intéressant. Et Bourdieu le dit bien, hein, il dit, nous quittions la commune mesure. L'idée, c'est vraiment d'exiger le plus de l'individu et c'est cet appel que lance Refus Global. Bien sûr, il y a la dénonciation de l'aliénation de ce petit peuple, hein, au début de Refus Global, petit peuple, petit peuple, petit peuple. Une formule d'ailleurs à laquelle je pense va répondre un jour René Lévesque quand il dit « Nous sommes peut-être quelque chose comme un grand peuple hein. ». Pour moi, j'ai toujours vu comme en résonance une réponse à Refus Global. Mais il y a cette idée de spontanéité, la spontanéité du geste automatiste, hein. C'est l'idée qu'il faut lutter contre tout ce qui bride la création. Donc, on en appelle à la liberté, on en appelle au potentiel de chaque individu. Mais il y a aussi l'idée de rébellion. Dans Refus Global, par exemple, il y a une évocation des patriotes de 1937. Il y a des images aussi de la Révolution française. Hein, quand Bourdieu parle de peur bleue, peur blanche, peur rouge, hein, on imagine très bien le drapeau français qui... et donc, on se présente un peu comme une sorte de panthéon de rebelles. Hein. Et lorsqu'on parlera un peu de la réception de Refus Global, certaines personnes ont dit que, bon, il fallait abandonner les saints canadiens qui étaient nos héros. Et donc, il fallait introduire dans notre panthéon de nouveaux héros, des héros qui seraient des rebelles. Et les automatistes correspondent tout à fait à cette image du héros rebelle, et notamment à travers le Refus Global. Mm-hmm. Donc, cet appel à la liberté, la société québécoise fait sourde oreille finalement parce que Refus Global va être accueilli de façon... Est-ce qu'on peut dire que de manière générale, Refus Global est accueilli de façon très négative ou est-ce qu'il y a beaucoup d'appui dans la société? Non, Refus Global est accueilli de façon très négative. J'ai parlé de 80 articles. Les automatistes vont essayer de répliquer par des lettres collectives. Bourdieu lui-même va convoquer une conférence de presse au cours de laquelle il va dire qu'il ne se croit absolument pas en faute. Et il a parfaitement raison. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, il faudrait réhabiliter le Bourdieu pédagogue, parce qu'on sait que grâce à lui, le Québec connaît maintenant plusieurs de ses plus grands artistes, comme Jean-Paul Riopel, Marcel Ferron et plusieurs autres. Mais il y a cette question, en effet, de réception très négative des journaux. Hyacinthe Marie Robillard, par exemple, va dire que c'est incroyable, et je pense qu'il utilise le mot « gogo », qu'un gogo pareil soit autorisé à enseigner dans les écoles du Québec. Et donc, on va rapidement distinguer Bourdieu des jeunes. Et les journalistes disent même à l'époque, hein, aujourd'hui on serait surpris de lire ça, mais ils disent, vous savez, parmi les signataires de Refus Global, il n'y a aucun nom qui est connu. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on connaît parfaitement bien tous les noms de tous les signataires de Refus Global. Mais à l'époque, pour eux, toutes ces personnes, ce sont des inconnus. Et on dit, ce sont des jeunes, ils ont 20 ans, 25 ans, mais Bourdieu, lui, qui en a 43 au moment, il est né en 1905, donc il a 43 ans au moment où il signe Refus Global, ça fait 11 ans qu'il est à l'École du Meuble. C'est quelqu'un qui est chargé de former des jeunes et bien sûr, la sanction va tomber au début du mois de septembre. On va déclarer que publier Refus Global, eh bien, c'est occuper une fonction qui est incompatible avec celle d'un professeur dans une école d'enseignement du Québec. Et Bourdieu va invoquer même la Déclaration des droits de l'homme, hein, qui date de 1948, pour dire, écoutez, oui, je suis athée, mais j'ai droit d'exprimer mon opinion, mais non, sa cause va être perdue. Et ce qui est terrible après, c'est que Bourdieu, je pense vraiment que Bourdieu n'avait pas prévu la sanction. Pour la raison suivante, c'est qu'il va vivre, hein, Bourdieu a une femme, 3 enfants, et il va vivre dans une indigence incroyable. On le sait, pourquoi? Parce que Mme Bourdieu, en 1948, elle a un petit cahier dans lequel elle note chaque dépense. Et j'ai pu le consulter et chaque sou noir est écrit.
Bordua, et ça, c'est sa fille Renée qui me l'a raconté, Bordua les amenait à la pêche 4 fois par semaine dans le Richelieu, parce qu'ils se sont nourris, après Refus Global, des poissons qu'ils pêchaient dans le Richelieu. Donc, Bordua n'avait pas prévu, d'après moi, cette sanction, une sanction aussi dure pour Refus Global. Et évidemment, ça va mener à moyen terme à l'éclatement de son couple. Il va se séparer en 51. En fait, c'est sa femme qui le quitte avec les enfants. Et en 53, finalement, il va partir pour les États-Unis et ensuite pour la France. Donc, Bordua est celui qui va vraiment payer le prix le plus cher pour cet ouvrage Refus Global. Donc, on comprend qu'un peu plus tard, quand on lui rappelle le souvenir de Refus Global, c'est pas nécessairement quelque chose qui est heureux pour lui. Dont il veut se souvenir. Donc, Bordua, c'est la tête qui dépasse du groupe et donc c'est facile à viser. Oui, oui. On l'atteint plus facilement. Donc, à l'époque, même des gens qui avaient soutenu Bordua dans sa peinture auparavant, comme Maurice Gagnon ou d'autres, ne l'accompagneront pas dans Refus Global. Non. Et il faut dire aussi que Bordua lui-même, j'ai parlé de projection libérante, c'est que le Bordua se retire complètement aussi à Saint-Hilaire, où il va écrire donc son apologie, c'est-à-dire un ouvrage dans lequel il va défendre l'enseignement qu'il a donné. Mais les actions du groupe, le groupe était vraiment sur une lancée avec des moments vraiment très forts. Je pense à Danse dans la neige, à l'hiver 48. Je veux dire, il y a eu des expositions en 46, en 47. Et là, tout à coup, le mouvement est comme brisé après ce coup d'assommoir. Et les automatismes vont avoir la difficulté à s'en remettre. Oui, il va y avoir par la suite d'autres événements, mais ils seront plus menés directement par Bordua. Par exemple, les rebelles, ça va être plutôt Marcel Ferron et Claude Gauvreau, et jusqu'à la matière chante aussi. Donc, Bordua recule après Refus Global. Pour lui, c'est quelque chose qui est éprouvant. Oui, comme tu dis, s'il est le seul, ou en fait le principal victime de la publication. Oui, on dit que Fernand Leduc devait exposer à l'Université de Montréal et l'exposition a été retirée. François Sullivan s'est fait gronder par son père parce qu'il était proche de l'Union nationale, mais en réalité, la victime principale de tout ça, c'est Bordua. Certaines personnes, et pour ne pas le nommer, Sam Abramovitch, pensent que justement, la vraie contribution des automatistes, c'est Refus Global. C'est-à-dire que leur peinture, finalement, s'inscrit dans un mouvement international et que donc, elle n'est pas particulièrement originale, même si elle apporte beaucoup ici dans le contexte, mais que Refus Global, par contre, est un geste, est un témoignage, est une réflexion, comme on en a rarement vu au Québec. Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée-là? Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on pourra parler tout à l'heure de René Payan des années 80, parce que lui aussi, à un moment donné, il va dire Sullivan plutôt que Bordua, et on va dire pourquoi. Mais c'est vrai que Refus Global marque durablement les esprits. Quelqu'un comme Patricia Smart disait, justement en parlant des différentes commémorations, que Refus Global vit dans une espèce d'éternel présent. Et même des gens au début des années 2000 vont dire il faudrait un jour en finir avec Refus Global. Comment se fait-il que ce manifeste perdure à travers le temps? On pourra parler des commémorations et de la longévité exceptionnelle de ce manifeste. Ma foi, parlons-en tout de suite alors, parce que c'est-à-dire que donc, tout à l'heure, tu as évoqué le 10e anniversaire. Donc, à chaque 10 ans, puis là, maintenant au 75e, il y a un petit feu de joie autour de Refus Global. C'est-à-dire qu'on ressort, puis on célèbre Refus Global. Donc, c'était le cas pendant toutes ces années. J'aimerais en parler. D'abord, la première commémoration, si on veut, c'est celle de 1958-59, dans la revue Situation, c'est le fameux questionnaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est faite par Fernande Saint-Martin. Et dès 58, Fernande Saint-Martin rappelle que le mouvement automatiste est un mouvement multidisciplinaire.
Et cette idée-là, elle va revenir beaucoup plus tard. Elle va revenir dans les années 80 sous la plume de René Payan. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais dans les années 60, alors là, c'est assez extraordinaire parce que là, tout à coup, pendant 10 ans, Refus global est complètement oublié. On n'en parle absolument pas. Mais avec le début de la Révolution tranquille, tout à coup, il y a des essayistes comme Pierre Vadeboncoeur, par exemple, dans La ligne du risque, qui vraiment fait de Borduas un héros. Il dit « Le Canada français moderne commence avec lui. Il a brisé la mer gelée en nous. Il a rompu radicalement, etc., etc. » Et donc, sous la plume de Pierre Vadeboncoeur, le Refus global, Borduas devient une figure qui va inspirer, on peut dire, toutes les commémorations qui vont suivre, parce que, bon, bien sûr, les musées vont se mettre de la partie, les revues aussi. En 1969, il y a un numéro très important de la revue La Barre du jour, notamment préparé, entre autres, par notre regretté collègue Marcel Saint-Pierre. Et il y a des numéros de revues, il y a des recherches. Dans les années 80, on commémore Refus global de façon plus savante. J'ai même moi-même participé à ce mouvement parce que les universitaires se disent, ben là, il faut quand même éditer sérieusement Refus global et tout ça. D'ailleurs, en 1988, j'ai compté que le texte de Borduas avait été réédité au moins 40 fois, et il connaissait au moins 3 traductions, dont une en néerlandais, 2 différentes en anglais. Et le texte Refus global, donc, se propageait, était revendiqué par les étudiants lors des célèbres grèves étudiantes de 68. Et donc, c'était vraiment... Hubert Aquin dira que Borduas est le père de la Révolution au Canada français. Refus global est revendiqué à la fois par les nationalistes et par, si on veut, les fédéralistes, c'est-à-dire ceux... Borduas disait « j'ai en horreur tous les nationalismes », mais des gens comme Aquin ont dit « mais non, mais quand même, Refus global, ça nous appartient ». C'est quand même assez intéressant de voir qu'il sert un peu à toutes les sauces. Et ça va culminer, je dirais, la commémoration la plus importante, c'est celle de 1998, c'est-à-dire au moment du 50e anniversaire. Le Devoir, sous la plume de Lise Bissonnette, va publier 2 cahiers, mais je dis Lise Bissonnette et beaucoup d'autres, va publier, et elle intitule son éditorial « Un devoir de mémoire ». Et c'est intéressant parce qu'elle dit chaque nouvelle génération doit se situer par rapport à Refus global. Et aujourd'hui, nous sommes au 75e anniversaire. Je ne sais pas si cette idée, elle est encore d'actualité. On disait tout à l'heure avec Patricia Smart que Refus global vivait dans une espèce d'éternel présent. J'ai quand même l'impression que de plus en plus, Refus global a tendance à entrer dans l'histoire comme un texte quand même daté, dont certains se réclament encore, puisqu'on a vu cet été qu'il y a eu une lecture publique avec beaucoup de comédiens à Saint-Hilaire du manifeste. Donc le texte inspire encore, mais il va entrer finalement dans les bibliothèques, prendre sa place sur les rayons. Oui. En fait, il est datable, mais est-ce que le projet qu'il portait, ce projet de rendre les hommes plus humains, ce projet de liberté, on ne l'a toujours pas atteint. Donc, son objectif, son programme, il est encore à réaliser. Donc, dans ce sens-là, il est un éternel présent. Il est toujours d'actualité, c'est vrai. On ne nous a rien présenté encore de plus intéressant. C'est intéressant de voir aussi qu'à travers le temps, Refus global va être critiqué. Je pense par exemple à Michel Biron qui à un moment donné a écrit que Refus global, c'était le plus violent sermon de la littérature québécoise. Régent Ducharme, dans L'hiver de force, qui dit que il parle des automartyrs. Évidemment, c'est une remarque très ironique. Et puis, je pense que récemment, on assiste aussi à une sorte de révisionnisme. Par exemple, M. Warren, qui a publié un livre sur Borduas et qui impute, dans le fond, à l'influence de l'Église l'écriture de Refus global. Je pense qu'il y a une sorte de révisionnisme là, qu'on pourrait critiquer. Des réinterprétations. Oui. Je ne pense pas que l'Église catholique a nourri la pensée de Borduas à ce point-là. Non, absolument.
as évoqué plutôt la pensée de Payan. Et Oui, comment est-ce que Payan joue un rôle oui, justement dans une relecture de... c'est René Payan qui, dans les années 80, dit Sullivan plutôt que Bordua. Et pourquoi il dit ça? Parce que, justement, il y a une sorte de reconfiguration dans le monde de l'art. Et je reviens sur l'idée de Sam Abramovich, c'est-à-dire qu'il dit la peinture automatiste n'est pas si importante que ça, finalement. Et il dit ce qui est beaucoup plus important, c'est la multidisciplinarité, et on la retrouve non pas avec Bordua, mais avec quelqu'un comme Françoise Sullivan. Et Joanne Lamoureux va reprendre cette idée-là en disant que c'était important pour que Refus Global reste dans l'actualité, que justement, il y ait cette reconfiguration de Refus Global, que de mouvements pictocentriques, c'est-à-dire donc d'un mouvement qui était centré uniquement autour des peintres, on passe à quelque chose de plus grand. Et c'est vrai aussi parce que pendant longtemps, moi, avec André Bourassa, on avait fait l'exposition à la Bibliothèque nationale en 1988, donc c'est le 40e anniversaire, et on a exposé pour la première fois les photos de Maurice Perron comme faisant partie intégrante de l'objet automatiste. Et ça n'a pas été si bien reçu que ça par les signataires qui étaient habitués, eux, à être les porte-parole du mouvement. Mais oui, à partir de 88, et la danse et la photographie sont devenus des contributions importantes du groupe. Hein. Il y a eu des films qui ont été faits, on a reconstitué les danses avec Jeanne Renaud et Françoise Sullivan. Et donc, c'est pour ça qu'il y a différents moments dans la réception. Refus Global est toujours au cœur, mais autour de ça, les productions automatistes de l'époque sont réévaluées. Oui, mais il faut dire que le terme multidisciplinarité et interdisciplinarité sont devenus à la mode fin 90, début 2000. Donc, il était normal qu'on tire Refus Global de ce côté-là aussi. Oui. Donc, on peut penser que l'intérêt pour Refus Global ne se reteindra pas. Peut-être qu'on ne sera pas là pour le centenaire, mais il y a risque d'avoir, on a le célébré. Notre collègue Esther Trépanier démontre qu'il y a une antériorité à Refus Global, c'est-à-dire qu'il y a des idées, peut-être pas les mêmes qui sont formulées dans Refus Global, mais qu'il y a une modernité qui préexiste à Refus Global, alors qu'on l'a souvent fait comme votre bon cœur le fait, comme le 48, comme le moment décisif, le tournant dans l'évolution de l'histoire du Québec. Est-ce que tu adhères un peu aux idées d'Esther, aux recherches d'Esther, à savoir que tout ce rapport à l'urbanité, ce rapport au vivre ensemble que recherche Esther, tout ce développement de la critique dans les années 30 et 40, même 20, participe d'une certaine façon à l'incubation de Refus Global. On sait que tous les journalistes, tous les critiques n'étaient pas unanimes à encenser l'Église et le mouvement Duplessis, et donc il y aurait eu une antériorité à Refus Global. Est-ce que tu adhères à cette idée-là? Le premier d'accord avec cette idée, c'est Bordua lui-même. Parce qu'une des raisons pour lesquelles Bordua a écrit Refus Global, c'est parce que justement, ces idées-là étaient là, dit-il, depuis très longtemps. Il voulait passer à autre chose. Moi, personnellement, j'ai quand même un petit peu de difficulté. On pourrait parler d'Yvan Lamonde aussi, qui nous parle d'une modernité en pointillé. C'est vrai, c'est en pointillé, mais en réalité, il faut aussi quand même du courage pour aller sur la place publique et faire valoir nos idées. Les automatistes et Bordua l'ont fait. Et c'est pour ça que leur geste, un manifeste, c'est un geste. Hein? C'est un écrit qui est un geste. Et je pense qu'il n'y a pas plus bel exemple dans l'histoire de la littérature québécoise que Refus Global. Et c'est pour ça qu'il y a même certaines personnes qui voudraient qu'on refasse aujourd'hui un Refus Global, ce qui est impossible. Mais c'est sûr qu'on peut toujours trouver des traces antérieures. Mais si elles sont souterraines, bien, elles restent souterraines aussi, là. Moi, en tout cas, j'admire vraiment beaucoup Bordua d'avoir posé les gestes qu'il a fait parce que ça a été effectivement un pas en avant pour la société québécoise. Mais ce geste littéraire,
On vient de le dire, il y avait le manifeste comme tel, signé par Bordua et co-signé, mais c'est beaucoup plus que ça, Refus global. Mais ça, ce texte-là, il est quasi inaccessible. Oui. Et moi, si j'ai un souhait pour le 75e anniversaire, c'est qu'on réédite Refus global. Vous savez qu'on fête cette année le 50e anniversaire de la dernière parution de Refus global comme recueil. Maurice Perron a accepté qu'Anatole Brochu le publie en 72 et en 73. Et depuis, le recueil Refus global n'a jamais été réédité dans son intégralité. Et je pense qu'on doit au Québec que tous puissent avoir accès à ce texte qui est vraiment un texte fondateur de notre modernité. Donc, ces textes-là, donc c'est des problèmes de droit, c'est des problèmes de... Qu'est-ce qui empêche que toi et moi, on s'empare de cette publication-là et qu'on ne la réédite pas? Il y a des droits toujours. Vous savez, il y a 2 signataires qui sont toujours vivantes. Il y a évidemment toute la question des droits, mais il y a aussi, je pense que le travail de Maurice Perron a été longtemps spolié. On s'est emparé de son travail sans le nommer. Et je pense que vers la fin de sa vie, il en a eu assez. Et sa fille respecte jusqu'ici scrupuleusement ses volontés. Donc, on risque, d'après toi, on ne reverra pas Refus global in extenso avant qu'il soit dans le domaine public. Enfin, c'est difficile à dire. On peut juste en formuler le souhait. Donc, Refus global continue d'être enseigné dans les cégeps, je pense. C'est toujours un texte qui est lu par les jeunes, par la jeune génération. Oui, et j'espère qu'il va l'être longtemps. C'est un texte vraiment important. Alors, merci beaucoup, Gilles Lapointe, d'être prêté à cet entretien. Souhaitons longue vie à Refus global et à ses idées. Cette année, donc, 2023, marque le 75e anniversaire de la publication de Refus global. Bonne journée. Au revoir. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube.
Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.